Bonsoir à tous et toutes. Voilà, David Brachet, expert comptable associé du cabinet Extensia. Aurélie qui m'accompagne est modeste, parce que c'est elle qui m'a aidé avec son équipe à faire le support que vous allez voir ce soir, que vous avez peut-être vu pour certains il y a maintenant à peu près 2 ans, parce que c'est déjà un webinaire qu'on avait fait à l'époque du Covid. Et c'est intéressant de voir qu'il y a toujours des personnes intéressées par ce statut-là. Au sein du cabinet Extensia, qui est un cabinet régional sur la Gironde, même si on a développé maintenant des implantations depuis quelques années sur Lyon, sur Paris, et on descend jusqu'au Pays Basque. On a plusieurs centres d'activité, que ce soit sur l'artisanat, sur le commerce, et aussi sur l'immobilier dont je m'occupe. Donc, on va parler de l'immobilier marchand de biens ce soir, mais j'interviens aussi sur tout ce qui est investissement locatif, notamment en meublé, parce que ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Et puis, vous avez aussi un webinaire qu'on avait fait il y a 2 ans, puisqu'on a un triptyque qu'on voit assez régulièrement aujourd'hui, qui est marchand de biens, SCI et holding, du coup, pour améliorer sa fiscalité, gérer son patrimoine. Donc, c'est des activités qui ont quand même des passerelles entre elles, même si ce soir, on va se concentrer sur le marchand de biens. Vous voyez le titre, c'est quel statut pour quelle fiscalité. Le but, c'est de vous donner les premières informations sur finalement le statut de marchand de biens. On va parler de sa définition, on va évoquer quel est le statut juridique sous lequel on peut exercer l'activité de marchand de biens, et on va parler également de la fiscalité, puisque on traitera principalement de l'aspect TVA, puisque c'est l'un des éléments, si ce n'est le point de fiscalité le plus spécifique de l'activité de marchand de biens, qui nécessite de se poser les bonnes questions au moment de l'achat du bien. Voilà. Donc n'hésitez pas en cours de présentation à poser vos questions, puisqu'on est là avec Aurélie pour vous y répondre, puisqu'elle est également investisseuse, donc elle connaît l'immobilier, donc elle saura comprendre vos questions, et puis on va essayer de répondre au maximum. Bien sûr, on sera disponible après. Vous aurez nos adresses mail, nos numéros de téléphone pour pouvoir revenir vers nous si vous avez besoin d'échanger plus en détail sur un projet. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer ce webinaire donc, sur le statut de marchand de biens. Donc, comme je vous l'ai dit, on va traiter la définition de l'activité de marchand de biens, du statut juridique et des spécificités fiscales. Tout d'abord, finalement, qu'est-ce qu'un marchand de biens ? Il faut savoir principalement, l'activité du marchand de biens consiste à acheter et revendre des immeubles, souvent après les avoir rénovés, et tout ça forcément afin de faire une plus-value. On a aussi dans l'activité de marchand de biens, on retrouve le fait d'acheter des terrains à diviser, qu'on va soit revendre sans les viabiliser, mais qu'on peut également viabiliser. On a aussi le cas qui arrive maintenant assez régulièrement sur acheter une maison avec du terrain, beaucoup de terrain même des fois, et puis on va scinder en plusieurs parties ce bien-là pour revendre les lots de manière indépendante. On verra tout à l'heure que ce n'est pas sans impact au niveau de la question de la TVA, puisque c'est un des éléments sur lequel on a eu de l'actualité sur la fin 2021 et notamment début 2022. On y reviendra par la suite. L'activité de marchand de biens s'entend aussi de la vente à la découpe d'un immeuble. Là, j'achète un immeuble, je crée un règlement de copropriété, et puis finalement, je vais revendre par lot les différents appartements. Premier point assez important de l'activité de marchand de biens, ce n'est pas une activité réglementée, et donc il n'est pas nécessaire de disposer d'un diplôme spécifique pour exercer l'activité de marchand de biens. C'est notamment pour cela que ça se développe beaucoup aujourd'hui. C'est la principale différence avec l'activité d'agent immobilier. Aujourd'hui, pour être agent immobilier, il faut avoir ce qu'on appelle une carte T, soit parce qu'on a le diplôme, soit parce qu'on a des années d'expérience du coup dans le secteur immobilier et qu'on peut exercer l'activité d'agent immobilier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une activité aujourd'hui de marchand de biens qui ne nécessite pas de diplôme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se poser certaines questions, et ce n'est pas si simple que ça peut paraître. Cette activité de marchand de biens est également différente de l'activité de promotion immobilière, puisque l'activité de promotion immobilière, c'est essentiellement d'acheter un terrain et de construire dessus un ou des immeubles
avec ce qu'on appelle une vente en état futur d'achèvement, où là, du coup, on est sur un autre régime. On va commencer à commercialiser le bien alors qu'il n'est pas construit, encaisser des acomptes, on va faire après l'immeuble et on va revendre en lot derrière. On est vraiment sur une opération purement de construction qui est différente du marchand de biens, ce qui permet d'alléger finalement les obligations de cette activité-là, notamment par rapport aux assurances, puisque tant que vous ne faites pas d'opération de construction en marchand de biens, si c'est juste de la rénovation et que vous ne touchez pas aux œuvres, il n'y a pas besoin de décennale. Après, c'est éventuellement les artisans que vous allez faire intervenir pour les travaux qui eux, ont leur décennale et qui pourront être responsables, le cas échéant, de malfaçon au niveau des travaux. Toujours pareil, comme on parle généralement de travaux de rénovation, il n'y a pas forcément besoin d'un permis de construire, puisqu'on n'est pas sur la reconstruction. On a également des délais de réalisation des opérations qui sont beaucoup plus courts que sur une opération de promoteur immobilier, puisqu'on peut acheter et quasiment revendre sans faire de travaux, et ce n'est pas interdit suivant les opportunités qu'on peut avoir, ou c'est de simples travaux ou de la division. Comme on disait tout à l'heure, on achète un terrain sur lequel il y a une maison, je divise le terrain et puis je revends le terrain facilement après. Donc, on a des durées d'opération qui sont assez raisonnables. Et c'est aussi donc une activité qui mobilise moins de capitaux. Cela étant, tout dépend de l'opération que vous allez faire. Forcément, si vous achetez un immeuble à 1 million, il faut quand même avoir un minimum de capitaux au départ, contrairement à une maison à 200 ou 300 000 euros que vous allez acheter, bien sûr. Autre élément concernant l'activité de marchand de biens, on le voit peu, mais sachez qu'il n'est pas interdit quand vous êtes marchand de biens d'acheter ou de revendre un fonds de commerce, commercial, artisanal, libéral. On peut également acheter ou revendre des parts de sociétés à prépondérance immobilière, même si c'est des opérations qu'on voit quand même assez peu là-dessus. Point très important, le marchand de biens ne peut vendre que ce qu'il a acheté et dont il est propriétaire. Cela veut dire que vous ne pouvez pas revendre un bien n'étant pas propriétaire en encaissant juste une commission, puisque là, on revient sur l'activité d'agent immobilier. Voilà. Donc, il faut que vous ayez acheté le bien et que votre société de marchand de biens soit le propriétaire et la revendre pour que l'opération rentre dans le cadre du marchand de biens. Avant d'évoquer les statuts juridiques, quelques conseils quand on se lance sur l'activité de marchand de biens. Pour pouvoir démarrer, il faut bien choisir son premier investissement, puisqu'il va être souvent conditionné au montant de l'apport initial que vous avez. Aujourd'hui, on est sur des apports demandés entre 20 et 30%. Ce qui va être important, puisque je fais le lien avec le troisième point, c'est de prendre contact avec les banques. Il faut savoir aujourd'hui que l'activité de marchand de biens est très concrètement mal vue par certaines banques. Et aujourd'hui, vous avez des banques qui ne vont pas vouloir prendre vos dossiers de marchand de biens, même si en soi, le dossier est tout à fait sérieux et avec une perspective de revente avec de la plus-value. Voilà, sachez que c'est un secteur regardé ou très regardé aujourd'hui par les banques et par certaines banques qui, du coup, ne veulent pas faire d'opérations de marchand de biens. Donc, avant de faire les opérations, quand vous vous lancez dans l'activité, il est important de prendre contact avec différentes banques, votre banque déjà, mais d'autres banques pour bien être sûr qu'elles peuvent accepter des opérations de marchand de biens. Sachez que c'est également d'autant plus vrai aujourd'hui quand on a des montages avec des holdings, puisque certaines banques ont du mal à comprendre ces montages-là, parce qu'elles raisonnent sur des fois des aspects purement patrimoniaux et elles ne voient pas pourquoi on a des sociétés à l'intérieur. Donc ça, élément de vigilance et élément d'anticipation. Prenez contact avec les banques, montrez-leur votre apport, validez bien les pourcentages d'apport dont vous avez besoin et surtout les pourcentages d'apport qu'ils exigent. Il est important également de bien calculer, d'anticiper le calcul de la marge prévisionnelle sur l'opération. D'une part, parce que c'est un argument aussi vis-à-vis de la banque pour bien montrer que la première opération va dégager suffisamment de rentabilité et va dégager du cash de manière à bien sécuriser le prêt à court terme qu'il va vous faire. Et dernier point aussi, il faut anticiper les délais de la réalisation de l'opération. Alors ça, c'est un aspect lié à des avantages fiscaux qu'on verra par la suite.
qui fait que les opérations d'achat-revente doivent se faire en général sous 5 ans, et on a même un délai plus court lorsqu'on fait de la découpe en lot, où là, du coup, je dois acheter et revendre mon immeuble découpé dans les 2 ans si je veux garder certains avantages fiscaux, on le verra au niveau des droits d'enregistrement. Donc voilà déjà les premiers points d'attention au niveau du démarrage de l'activité de marchand de biens que vous pouvez faire. Avant d'évoquer le statut juridique, si vous avez justement des précisions à demander par rapport à ce premier point qu'on vient de voir sur la définition de l'activité de marchand de biens ou des compléments d'information, voilà, n'hésitez pas à nous poser les questions avant qu'on attaque le statut juridique. Sinon, on y reviendra de toute manière le cas échéant sur la fin. J'ai rien dans le chat. Après, si vous voulez parler en direct, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, c'est le début. Si vous êtes timide, vous avez la possibilité au deuxième point de pouvoir parler, donc n'hésitez pas. Donc, on a vu quelle était finalement l'activité de marchand de biens, quelle était sa définition. On va maintenant parler des statuts et donc sous quel statut juridique je peux exercer l'activité de marchand de biens. Premier statut totalement déconseillé, qui est le statut d'auto-entrepreneur. À cela, 2 raisons principales. Première raison, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez une responsabilité personnelle qui est engagée du coup dans l'opération avec une absence de protection de votre patrimoine. Donc c'est un statut qui va être dangereux par rapport à votre patrimoine personnel. Si jamais il y a un souci au niveau de l'opération et que l'achat ne se déboucle pas et que finalement le banquier aille vous chercher sur vos biens personnels. Donc, premier élément qui indique que le statut est à proscrire. Deuxième élément, c'est que le statut auto-entrepreneur a un plafond en termes de chiffre d'affaires réalisé sur les opérations qui fait qu'au-delà de 176 000 € de chiffre d'affaires, on ne peut plus être en statut auto-entrepreneur, ce qui fait que dès qu'on va faire une opération, on atteint vite ce seuil-là, donc il n'y a aucun intérêt à être là-dessus. Donc voilà pour l'aspect auto-entreprise à proscrire de l'activité de marchand de biens. On nous demande parfois aussi si finalement on peut faire l'activité de marchand de biens dans le cadre d'une société civile immobilière. Il faut savoir qu'une société civile immobilière ne peut pas avoir d'activité commerciale. Je mets de côté l'aspect activité liée à de la location en meublé non professionnel ou professionnel, mais du coup l'activité de marchand de biens est une activité vraiment purement commerciale. Et on est bien sur une activité d'achat en revente, ce qui n'est pas approprié par une SCI, puisque le principe de la SCI, c'est de faire de la location, que ce soit de la location nue ou de la location meublée. Voilà. À savoir aussi du coup que sur un point d'attention là-dessus, c'est que si une SCI achète un bien, le divise et revend des lots, la SCI devra normalement être assujettie à l'impôt sur les sociétés puisque c'est une opération commerciale et l'opération commerciale dans une SCI entraîne l'assujettissement de l'opération à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Il ne faut pas confondre finalement la SCI avec la SCCV. Je vous parlais tout à l'heure des opérations de marchand de biens qui sont différentes des opérations de promotion immobilière. On rencontre par contre dans les opérations de promotion immobilière les structures qui sont les sociétés civiles de construction-vente, qui sont des sociétés civiles spécifiques qui ont pour objet justement d'acheter et de revendre, et qui généralement sont dissoutes dès qu'on a fait l'opération, et qui sont là des structures qui sont vraiment réalisées et vraiment créées pour les activités de promotion immobilière. Mais la société civile immobilière est vraiment un outil de gestion patrimoniale et pas un outil pour faire des activités de marchand de biens. Donc une fois qu'on a éliminé l'auto-entreprise et qu'on a éliminé les SCI, de toute manière, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les sociétés commerciales. Au niveau des sociétés commerciales, vous avez 2 structures principales qui peuvent permettre d'exercer l'activité de marchand de biens. On a la SARL. Alors SARL, si vous me dites, et je connais également le URL, sachez que c'est la même chose. Une URL, c'est une SARL avec un seul associé. Donc c'est exactement la même chose en termes de fonctionnement. Et vous avez la SAS qui est la société par action simplifiée. Donc ces 2 statuts existent, ils ont des différences entre les deux.
qui vont du coup donner des éléments d'information et de réponse sur quel est le statut le plus adapté. Premier élément et première caractéristique de la SRL, c'est que le gérant de la société dépend du régime des travailleurs non salariés pour ses cotisations sociales. Donc, vous avez une rémunération, vous payez 43% de cotisations sociales sur votre rémunération. Si la société SARL verse des dividendes à son gérant associé, les dividendes, au même titre que la rémunération, supporteront les cotisations sociales. Les statuts en SARL ne sont pas forcément trop personnalisables comparé à ce qu'on peut avoir en SAS. Au niveau du régime fiscal, par contre, on va voir qu'on soit en SARL ou en SAS, vous disposez du même régime fiscal qui est l'impôt du coup sur les sociétés. Maintenant, la SAS, finalement, quelle est la différence par rapport à la SARL? La différence majeure, elle provient du régime social. Vous êtes sur un régime social, ce qu'on appelle assimilé salarié en tant que dirigeant de société. Donc, vous allez avoir un bulletin de salaire. Vous ne cotisez quand même pas à l'assurance chômage, puisque vous êtes quand même dirigeant de la société, donc que ce soit en SRL ou en SAS, il n'y a pas aujourd'hui de réelle couverture d'assurance chômage, même si des choses se mettent en place au niveau du régime des travailleurs non salariés, mais on n'en est qu'au début. Sur les salaires que vous aurez en SAS, il faut avoir à l'esprit que sur la même rémunération nette, je vous disais tout à l'heure, en SRL, vous avez 43% de charges sociales. En SAS, vous allez être sur un minimum de cotisation sociale de l'ordre de 60%. Donc, ça coûte plus cher au niveau du salaire. Par contre, on a une compensation qui se fait au niveau des dividendes. Ma SAS a fait du bénéfice. Effectivement, elle verse des dividendes à ses actionnaires. Contrairement à la SRL, l'amont dividende ne va pas être soumis aux charges sociales. Voilà. Donc, finalement, le choix entre l'une ou l'autre des structures va vraiment, à mon sens, pour moi, dépendre des perspectives d'activité que vous allez avoir et des perspectives de revenus. Si je veux être en SAS, soit c'est parce que éventuellement je bénéficie d'allocations au chômage pour démarrer mon activité et donc je ne vais pas prendre de rémunération et donc je ne vais avoir aucune charge sociale. Donc je peux effectivement démarrer un SAS là-dessus. Et puis je vais me faire ces dividendes qui supportent l'impôt sur le revenu mais pas les charges sociales. Maintenant, si je n'ai pas des revenus ou des résultats estimés réguliers en SAS, je peux me retrouver avec une année peu de résultats et avoir du coup des charges sociales sur mon salaire qui vont être plus importantes que si j'étais en SRL. Donc il n'y a pas de réponse toute faite là-dessus. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut étudier quel est votre projet et du coup avoir une vision, on va dire, moyen terme du coup des perspectives d'activité pour savoir quel est le meilleur statut. Alors, il n'est pas interdit, il n'est pas impossible de pouvoir changer les statuts juridiques en cours de route. Donc, on peut tout à fait transformer une SARL en SAS et réciproquement revenir en arrière. Donc, ce n'est pas forcément un choix définitif qui va être fait. Donc, à l'arrière, il y a toujours possibilité de pouvoir rectifier, de pouvoir faire évoluer la structure en fonction de l'évolution, finalement, de l'activité que vous allez avoir au niveau de la société. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les structures juridiques. En résumé, c'est vraiment aujourd'hui un choix entre SARL et SAS qui doit être fait pour exercer l'activité de marchand de biens, puisque chose que je n'ai pas précisé, contrairement à l'aspect auto-entreprise et l'aspect SCI, c'est que vous avez une responsabilité des associés qui est ce qu'on appelle limitée aux apports. Donc, sauf à faire une faute de gestion, c'est-à-dire partir avec la caisse et puis aller aux Bermudes, vous avez peu de chances de vous retrouver impliqué et à ce qu'on vous demande finalement de combler avec votre patrimoine personnel les dettes de la société. Donc on a aussi cet aspect-là de protection du patrimoine personnel qui est important quand on exerce du coup en société SARL ou SAS. J'ai une petite question, David. Les marchands de biens qui travaillent avec toi, ils optent plus pour un statut particulier? Alors, finalement, c'est une réponse qui n'en est pas une parce que j'ai les deux. J'ai concrètement aujourd'hui des structures SARL, des structures SAS.
Je dirais que je peux avoir des structures SAS, notamment quand je suis sur des montages avec des sociétés holding, finalement parce que la volonté dans ces cas-là est d'avoir un salaire qui peut être un peu un salaire minimum. Donc finalement, la différence de charge sociale avec la CRL n'est pas si importante que ça. Et je fais remonter les dividendes à ma société et je les réinvestis. Ou je suis en SAS parce que je démarre une activité en bénéficiant du régime de l'ACRE. Et donc pendant 2 ans, je vais continuer à percevoir mes allocations chômage. Et donc du coup, je ne me prends pas de salaire et donc je n'ai aucune cotisation sociale. Je n'ai même pas 1 euro de cotisation sociale sur la SAS. Alors que si vous êtes dans la même situation et que vous démarrez en SARL, même si vous n'avez pas de rémunération, vous avez un minimum de cotisation sociale qui est le 1 200 euros à peu près par an. Et donc, du coup, on peut démarrer comme ça en SAS en limitant les frais puisque je n'ai pas de rémunération. Donc, c'est vrai que quelqu'un, par contre, qui démarre en marchand de biens tout seul sans avoir d'autres sociétés, j'ai plutôt tendance aujourd'hui à conseiller quand même la SARL parce qu'on sait que les opérations de marchand de biens, on n'a pas forcément une régularité tous les ans. Il faut trouver les biens. Aujourd'hui, les biens, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il faut aussi avoir le bien qui est suffisamment intéressant derrière pour faire une plus-value. Et c'est vrai que si finalement on a des années où on a peu d'activité, la SAS peut économiquement coûter plus cher, sachant que les premières années, on a tendance à garder la trésorerie générée par les plus-values sur les opérations, justement pour réinvestir, racheter d'autres biens et se constituer comme ça une trésorerie plus importante. Et donc, comme on ne distribue pas forcément les excédents, finalement, la SARL est adaptée puisque je n'ai pas de charge sociale sur les dividendes, puisque je n'en ai pas, et j'ai un niveau de charge sociale du coup qui est plus faible sur la rémunération du dirigeant. Et pour l'association, donc si il est possible de s'associer pour certaines opérations où il faut créer vraiment une société spécifique. Est-ce qu'il existe des sociétés un petit peu comme les promoteurs sur des gros projets qui s'associent d'une certaine manière? Alors, s'associer, en fin de compte, quand on a des associés, aujourd'hui, on voit plus le fait que c'est des associés qui vont faire plusieurs opérations ensemble et qui ont à la rigueur chacun leur société holding et qui vont créer ensemble une société de marchand de biens. Et donc, par ce biais-là, c'est la société de marchand de biens qui fait l'opération. Les résultats, du coup, sont répartis entre chaque associé via leur société. Donc ça, c'est plus les schémas qu'on voit aujourd'hui. Parce que du coup, comme il faut être quand même propriétaire, on ne va pas créer d'autres structures, sinon après on va complexifier les choses, quoi. Merci pour ta réponse. Je te laisse continuer. Pas de souci. Donc voilà pour ce qui était du statut juridique du marchand de biens. Si d'autres questions vous viennent, vous pouvez nous les envoyer et puis on y reviendra du coup par la suite. Voilà. On va maintenant parler des spécificités donc, fiscales du régime. Principalement, on va parler du régime de TVA et on évoquera par la suite du coup les frais de notaire. Donc le régime de TVA, la principale notion qu'il faut avoir à l'esprit quand vous faites des opérations de biens, c'est de savoir si la revente du bien va être soumise à la TVA ou pas. Donc ça va être la première question. Et la deuxième question, c'est que si la revente est soumise à TVA, est-ce qu'on aura une TVA qui va se calculer sur le prix de vente ou est-ce qu'on a une TVA qui va se calculer sur ce qu'on appelle la marge? Ça, c'est les notions principales du régime de marchand de biens. Je peux revendre sans TVA, je peux revendre avec TVA calculée sur le prix de vente ou je peux revendre en TVA calculée sur la marge, c'est-à-dire finalement la marge qui est mon prix de vente moins mon prix d'achat et j'ai une TVA que sur cette valeur-là. Donc ça, c'est les éléments importants. Ces éléments-là vont être liés pour partie à la nature du bien que vous allez revendre. Si la revente porte sur un terrain à bâtir, vous aurez obligatoirement de la TVA sur la revente d'un terrain à bâtir. Par contre, cette TVA-là, elle va pouvoir se calculer soit sur le prix de vente,
soit sur la marge. On va voir après, effectivement, quels sont les cas pour chacun d'eux. Ensuite, deuxième cas, vous revendez un immeuble. Alors, il y a le cas de la revente de ce qu'on appelle un immeuble neuf, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui a été achevé depuis moins de 5 ans. Cette revente est obligatoirement assujettie à la TVA. Sur le prix de vente, il n'y a pas de TVA sur la marge. Donc ça, c'est notre deuxième schéma d'opération. Troisième schéma d'opération, je vends un immeuble, ce qu'on appelle ancien, donc il y a plus de 5 ans. Le principe, c'est que cette revente de TVA, à la base, ne supporte pas, cette revente, du bâtiment, ne supporte pas la TVA. Mais vous avez la possibilité, ce qu'on appelle sur option, d'avoir de la TVA sur cette revente. Le calcul de la TVA sur marge, ce que vous indiquiez précédemment, on parle du prix de vente auquel on enlève le prix d'achat, frais de notaire inclus, et on va avoir du coup une marge TTC et on va calculer la TVA. Exemple, je vends 350 000 € un bien que j'ai acheté 300 000 € frais de notaire inclus. J'ai donc une marge TTC de 50 000 € et je fais mon calcul pour savoir quelle est ma marge en taxe et quelle est ma TVA. Donc, sur cette opération-là qui s'est vendue 350 000, j'ai une marge hors taxe, finalement, qui va être de 50 000 moins 8 333 et je vais reverser 8 333 € de TVA. Ce qui est important, c'est que comment je vais choisir finalement ce régime de TVA. Cela va être essentiellement lié aux travaux que je vais avoir à faire sur le bien. Pourquoi ? Parce que si je n'opte pas à la TVA et que j'ai des travaux à faire, la TVA sur ces travaux, je ne vais pas la récupérer, donc je ne vais pas me la faire rembourser puisque je ne soumets pas la vente à TVA. En contrepartie, si je soumets ma vente à la TVA, la TVA sur les travaux que je vais faire, je vais pouvoir la récupérer. Donc il va y avoir un calcul qui va être à faire et généralement on fait et qu'on anticipe avec le client au moment où il achète, de dire finalement quel est le montant des travaux et quelle est la TVA que je vais avoir à la fin. Je reprends mon exemple où là je dis tiens j'ai une TVA à la revente de 8 333 €. Si j'ai fait 30 000 € de travaux dans ce bien et que ça m'a généré, puisque je suis sur un immeuble ancien, j'ai fait 30 000 € de travaux, ça m'a généré par exemple 3 000 € de TVA déductible. Je n'ai pas intérêt finalement à soumettre la revente à la TVA puisque je vais reverser 8 300 alors que je n'ai déduit que 3 000 €. Donc finalement, je vais rendre plus aux impôts que si j'avais gardé ma marge totale. Donc ayez à l'esprit, sans vouloir vous embrouiller, que le plus important, c'est de simuler au moment de l'achat quel va être le volume des travaux à réaliser pour avoir cette vision de quelle est finalement l'option que je retiens. Autre élément et autre point, c'est que cette option, vous la prenez au moment où vous revendez le bien. Donc c'est-à-dire que même si on a commencé à faire les travaux et qu'on se dit finalement est-ce que je dois prendre tel ou tel régime, ce n'est pas au moment de l'achat qu'on prend l'option, donc ce n'est pas dramatique si on ne l'a pas fait avant, parce que c'est au moment où vous allez revendre que le notaire va vous demander finalement quel est le régime que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez de soumettre la vente à la TVA ou pas? Donc il est toujours temps, avant la vente, de se poser la question et de faire le bon choix du coup au niveau de cette TVA. Alors les points qui sont mis en dessous sur le slide sont liés en fin de compte à l'achat d'un terrain à bâtir. Et ça, c'est un point d'attention du coup que je voulais vous indiquer, puisqu'on a eu de la jurisprudence du coup par rapport à ça. Je disais tout à l'heure que on a obligatoirement une revente
d'un terrain à bâtir qui est soumise à TVA et qu'on peut avoir une TVA sur le prix total ou une TVA sur la marge. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, ça a été confirmé par la législation, quand je veux avoir une TVA sur ma marge, quand je revends un terrain à bâtir, il faut qu'au moment de l'achat, j'ai acheté un terrain à bâtir. Ça veut dire que sur les opérations, et c'est la lecture quand même qu'on en avait qui a été confirmée, j'achète aujourd'hui une maison qui est sur un grand terrain et je découpe après l'achat le terrain et je revends ce terrain comme un terrain à bâtir, j'aurai obligatoirement de la TVA sur le prix total. Je ne pourrai pas avoir de TVA sur la marge. Il faut, avant l'acquisition, faire passer un géomètre, découper et diviser la parcelle pour que sur l'acte d'achat, vous ayez bien la distinction entre j'ai acheté un terrain à bâtir et j'ai acheté un immeuble. Et comme ça, du coup, je vais revendre mon terrain à bâtir et je bénéficierai de la TVA sur marge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça a aussi clarifié certaines opérations aujourd'hui où on achetait un terrain sur lequel j'avais une maison et j'avais un garage où j'avais, on va dire, un atelier ou un bâtiment qui était un peu à l'écart. Et puis finalement, on divisait la partie du terrain sur lequel j'avais cet atelier. Et puis on disait, ben voilà, je revends du coup un terrain et j'essaye de jouer sur la TVA. Donc ayez à l'esprit que l'important aujourd'hui, c'est qu'il faut diviser avant l'achat si je veux avoir une TVA sur marge. Précisons quand même qui a été faite liée à cette jurisprudence qui est arrivée en 2022. Là, par contre, qui est une bonne chose, j'achète un terrain à bâtir qui fait 10 000 mètres carrés. Je le divise, je le viabilise et je revends 10 lots ou 20 lots en fonction des superficies. Je bénéficierai au niveau de la revente de la TVA sur marge. Puisque l'importance qui a été rappelée, c'est que la nature juridique du bien que vous vendez est la même que celle que vous achetez. Donc, j'ai bien acheté un terrain à bâtir, je revends bien un terrain à bâtir qui est un morceau de mon terrain initial. Donc, je garde bien la même qualification juridique. Et donc là, je peux revendre en TVA sur marge après avoir divisé mon terrain et fait un lotissement et viabilisé. Donc ça, c'est un point qui a été confirmé aussi suite à la jurisprudence de début d'année. Donc voilà, en synthèse sur ces opérations-là, notamment sur les terrains, anticipation, et n'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert comptable, si c'est moi, je ne vous en voudrais pas, ou d'un notaire du coup, pour bien faire les choses au départ, parce que si c'est mal rédigé au niveau de l'acte à l'achat, là par contre, on n'aura pas de retournement possible et on ne pourra pas faire marche en arrière au niveau de la cession. Ouais, alors je pense qu'on a une question de Christophe, mais il me semble que tu as répondu. C'est le montant des travaux n'est pas pris en compte pour le calcul de la marge. Non, tout à fait. C'est vraiment prix de vente moins le prix d'achat avec les frais de notaire, mais la TVA sur la marge n'inclut pas les travaux, puisque justement, comme je disais, effectivement, si on opte à la TVA sur marge, on va pouvoir en amont récupérer la TVA que j'ai payée sur mes travaux. Donc, comme j'ai récupéré la TVA sur mes travaux et que j'ai déjà déduite, ben, la TVA collectée, elle se calcule vraiment sur mon prix d'achat et mon prix de vente hors travaux. Sinon, ça veut dire que je déduirais entre guillemets deux fois ma TVA sur mes travaux. Donc, c'est pour ça effectivement qu'on raisonne bien sur une marge hors travaux. Donc là, vous allez voir sur ce slide-là et le slide suivant, la synthèse du coup des opérations. Alors, il y a toujours des cas plus précis, mais ça donne quand même déjà une bonne idée des différents cas qu'il va y avoir en fonction de ce que j'achète, ce que je vends et finalement le régime de TVA du coup qui va s'appliquer. On revient sur l'aspect terrain à bâtir. J'achète un terrain à bâtir qui est vraiment
défini comme un terrain à bâtir dans l'acte de départ, je peux le diviser ou le revendre et donc du coup, je vais être en TVA sur marge. J'achète un terrain qui n'est pas un terrain à bâtir au niveau de l'acte d'achat, je vends un immeuble neuf, j'ai une TVA sur le prix total. Voilà, vous avez les différents cas du coup de TVA qui peuvent s'appliquer. Et vous avez également d'autres opérations à ce niveau-là. Voilà, je ne vais pas toutes vous les détailler parce que forcément, l'important, c'est en fonction de l'opération que vous allez faire, de pouvoir revenir le cas échéant sur ces éléments-là et puis se poser les questions sur quel est le régime de TVA qui s'applique. Dernier point sur la fiscalité du marchand de biens, c'est que vous avez des frais réduits à l'achat. Donc, on a des frais de notaire qui vont être entre 2 et 4% à l'achat, alors qu'on est au minimum à 7% sur un achat normal du coup d'une propriété. Sachant que pour avoir ces frais réduits, je le disais en préambule, vous avez un engagement de revente qui va se faire dans les 5 ans ou dans les 2 ans quand on revend par lot. Donc, il faut bien faire attention là-dessus à ces délais de revente. Alors, 5 ans, c'est assez large quand même si aujourd'hui, on peut avoir des recours sur des permis de construire si on en fait, rarement quand on fait des travaux. Mais voilà, il faut garder cela du coup à l'esprit. Voilà pour la présentation que je souhaitais vous faire de l'activité de marchand de biens pour que vous ayez comme ça les premières informations sur ce régime et les premiers points d'attention du coup si vous désirez vous lancer dans l'activité. Et puis si vous y êtes déjà, j'espère que cela aura permis de vous apporter du coup d'autres éléments d'information. Voilà. N'hésitez pas du coup si vous avez des dernières questions à nous poser. Une question par rapport au quel taux de TVA sur les travaux, si option TVA pour un bien ancien, 10 ou 20%. Alors si on est sur un immeuble d'habitation qui a plus de 2 ans, on peut être effectivement sur du 10%. Okay. Très bonne question, ça je ne sais pas du tout. J'ai une question. Voilà, quand on souhaite se lancer dans l'activité de marchand de biens, est-ce que tu utilises des outils pour savoir, voilà, sur tel outil d'opération, en fait, un outil de projection pour savoir voilà, sur combien d'opérations je dois faire à l'année avec toute la fiscalité qui est calculée pour me dire je peux me dégager tel montant en termes de revenus, en termes de chiffre d'affaires. Alors, en termes d'outils, en fin de compte, je réalise un prévisionnel finalement avec le client, puisqu'on va justement lister l'ensemble de ses dépenses, l'ensemble de ses besoins, notamment par rapport à sa rémunération et les frais fixes de fonctionnement, ce qui va nous permettre comme ça après d'avoir l'indication sur quelle est la marge à réaliser dans l'année pour pouvoir couvrir ces frais-là. Et donc, du coup, après, de regarder les opérations individuellement ou les opérations, s'il y en a plusieurs qui sont prévues dans l'année, pour savoir si ces opérations vont générer suffisamment de marge. Donc, c'est un prévisionnel, effectivement, qu'on va faire par rapport à ça. Et par rapport au financement, est-ce que tu as un banquier partenaire ou tu as un contact qui finance des marchands de biens qui n'est pas trop réticent par rapport à cette activité? Alors aujourd'hui, j'ai pas de contact en soi parce que notamment on a des banques qui avant faisaient du marchand de biens et qui aujourd'hui ont arrêté. Donc c'est plutôt de voir plusieurs banques pour voir comment ils traitent le dossier, puisque vous avez aujourd'hui des taux d'endettement, même si l'activité de marchand de biens est normalement traitée comme une activité professionnelle, donc elle sort des critères d'endettement comparés aux investissements locatifs. Mais on sait que c'est globalement des activités beaucoup plus regardées par les banquiers. Donc aujourd'hui, une banque peut tout à fait financer, ce qui ne sera pas forcément le cas dans 6 mois en fonction des décisions qui sont prises par la banque. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une banque vraiment
spécifique en partenaire là-dessus. Merci David. Tu as d'autres questions? Donc, tu as Yvan, donc, sur la déclaration de TVA, il faut déclarer la base de TVA sur la marge, mais le chiffre d'affaires non soumis à la TVA doit apparaître en autre opération. Non, parce on met uniquement la base hors taxe soumise à la TVA, puisque ce n'est pas une question de chiffre d'affaires non soumis. Alors, si on a fait une opération, une revente exonérée de TVA, oui, là, on a un chiffre d'affaires exonéré à ce moment-là. Mais sinon, si on n'a fait qu'une opération en TVA sur marge, je mets le montant de ma marge hors taxe avec le montant de ma TVA. Merci pour ta réponse. Il y a une autre question de Valérie sur un achat d'un immeuble ancien, donc avec travaux, où il y a des travaux qui ont été effectués, et avec l'objectif, c'est la division. C'était pour savoir sur quel régime fiscal on est pour ce cas. Alors, le régime fiscal, si on parle de la TVA, j'achète un immeuble ancien que je délote et que je vais revendre. On reste sur le principe de revendre un immeuble ancien avec le choix d'opter à la TVA sur marge ou pas. La seule notion qui peut venir contrecarrer ça, c'est que si j'ai fait des gros travaux de rénovation qui ont touché notamment le gros œuvre, là, je peux avoir à moi une requalification de revente d'un bâtiment neuf avec du coup une TVA sur le prix total. Alors, on est dans les cas spécifiques, mais voilà, si je reprends un immeuble qui est à la limite de l'insalubrité ou que je fais des gros travaux qui touchent le gros œuvre, attention, on n'est pas forcément dans le cas de la revente d'un immeuble ancien, mais on peut tout à fait fiscalement se voir requalifier de vente d'un immeuble neuf, du coup, puisque l'administration considérera finalement qu'on a fait tellement de travaux que ça n'a plus rien à voir avec l'immeuble de départ. Donc, on a une autre question de Lily. Est-ce qu'en SCI, le taux d'endettement est le même qu'en indépendant? Alors, SCI, si on raisonne effectivement sur une SCI patrimoniale, aujourd'hui, même une SCI, par exemple à l'IS, à quelle phase de l'allocation mobile ou de l'allocation nue, pour la majorité des banques, ça reste traité comme un investissement patrimonial et avec le calcul du taux d'endettement. Et ça m'a été confirmé par un banquier la semaine dernière, justement, que j'ai eu suite à une question d'un client. Donc, aujourd'hui, une SCI est traitée comme un bien patrimonial et donc rentre dans l'endettement global du couple, du foyer. Là, on a, pour aller un peu plus loin, c'est a priori pas forcément le cas, même si ça commence à être un peu regardé par les banques. Si vous faites un investissement en SRL de famille sur la location meublée pour en faire votre activité professionnelle, là, on est sur de l'activité normalement commerciale qui est déconnectée du taux d'endettement du foyer. Pour l'instant, pas d'autres questions. Après, on attend peut-être qu'il y ait d'autres questions. Dans tous les cas, le support il vous sera envoyé. Voilà, donc après, si vous avez des questions, David pourra y répondre par la suite. Vous avez les coordonnées en tout cas pour nous contacter. La vidéo, le webinaire a été enregistré également, donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le re-regarder, s'il y a des points que vous souhaitez revoir. Voilà. J'ai une petite question. Ah, mais il y a une autre question de Valérie. Je te laisse. Ah, j'y vais. On se bat avec Thibaut pour les questions. Donc, Valérie, une personne peut être gérant seule d'une SCI? Ah oui, il n'y a pas de souci. Une SCI a normalement au minimum 2 associés. Il arrive des fois qu'on ait des SCI avec un seul associé. Alors, c'est plus par rapport à, malheureusement, des fois des décès ou tout simplement un associé qui s'en va et l'associé qui reste, qui rachète ses parts. Donc, on n'a plus qu'un associé unique. Alors, j'ai rarement vu aujourd'hui le tribunal de commerce radier une SCI à associé unique, mais après, aujourd'hui, une SCI, la seule obligation, c'est qu'il y ait un gérant. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir plusieurs gérants dans une SCI.
comme dans une SARL où il peut y avoir qu'un seul gérant, même s'il y a 2 associés ou un président dans une SAS, alors qu'il y a plusieurs actionnaires. Cette SCI serait rattachée à une holding. Oui, donc il y a quand même toujours 2 associés. Donc généralement, on a quand c'est ça, la holding à un minimum 90%, voire des fois plus, parce que si on fait ça, le but c'est de faire remonter la trésorerie dans la holding pour limiter la fiscalité personnelle. Donc on peut même avoir la holding qui a 99% de la société et puis 1% de la SCI à une personne physique. Et puis du coup, il y aura un gérant dans la SCI qui est de toute manière une personne physique. Donc Super. Alors, je vais poser la mienne. Est-ce que, voilà, au cours de l'activité de marchand de biens, il y a des stratégies pour optimiser aussi bien fiscalement son activité pour que on puisse développer son chiffre d'affaires sans être trop taxé. Il n'y a pas des petites astuces que personne ne connaît dans l'activité de marchand de biens pour avoir des... Alors, bon, les astuces que personne ne connaît, éventuellement, je vais les garder pour moi, mais... T'as bien raison. Non, plus concrètement, en fin de compte, les astuces, il y a pas de remède miracle. Ça, pour moi, ça vaut pour que ce soit du marchand de biens ou pour toute chose. Quand on parle de fiscalité, à un moment donné, les remèdes miracles pour dire je paye 0 fiscalité, ça veut dire qu'à un moment, on a fait des dépenses. Donc, si je fais une dépense pour économiser de la fiscalité, le but, c'est que cette dépense, elle soit utile. Maintenant, après, dans l'activité de marchand de biens, qui est une activité commerciale, vous avez forcément des charges que vous pouvez déduire de cette activité. Donc, c'est plus sur cet aspect de location de bureau, est-ce que j'ai un véhicule ou est-ce que j'ai des unités kilométriques, ce qui peut être plus intéressant pour le dirigeant pour faire des charges et déduire. Est-ce que j'ai à un moment donné une personne qui est salariée dans cette société? Alors, ça peut être monsieur, madame, un gérant et un salarié. Est-ce que je mets en place des contrats, des fois, qui peuvent être des contrats d'intéressement, des supports de régime de retraite qui vont permettre que la société verse de l'argent sur des supports qui sont, du coup, des charges déductibles et qui vont permettre d'économiser de la fiscalité. Donc, la notion, elle se fait plus à ce niveau-là, sur quelles sont les dépenses. Éventuellement, après, c'est suivant les opérations que vous faites, s'il y a une opération qui doit se signer limite sur un exercice à cheval, il peut y avoir finalement un décalage et faire en sorte que si vous avez 2 opérations, il y en a une par exercice pour utiliser au maximum le taux réduit de l'impôt sur les sociétés, puisque jusqu'à 38 120 €, la société paye 15% d'impôt sur son bénéfice et elle paye, alors dorénavant à partir de 2022, 25% d'impôt sur le bénéfice au-dessus des 38 000 €. Donc, entre guillemets, entre avoir 2 opérations sur une année et n'en avoir aucune sur l'année suivante, il vaut mieux avoir une opération sur chaque année parce que je sais que globalement, pour la même marge, je vais économiser de l'impôt puisque je vais arriver sur les 2 années à avoir ces 15% sur une base de 38 000 €. Donc ça peut être un élément de gestion, on va dire, de gestion fiscale et de baisser la fiscalité. Voilà. Après, il n'y a pas forcément non plus, je disais tout à l'heure, de remède miracle. C'est-à-dire qu'à un moment, pour économiser la fiscalité, il faut dépenser, mais il faut que vous ayez des dépenses qui soient utiles, parce que gardez à l'esprit qu'elles ne font économiser, entre guillemets, que 25% d'impôts. Super. Merci pour tes réponses. J'en ai une dernière. Il y a des personnes qui... Ah non, attends, t'as piqué la place à... Ah non, c'est une personnelle à moi. En gros, si, imaginons, moi j'habitais en Normandie, est-ce que tu peux m'accompagner de Normandie sur des projets d'achat-revente? Alors, j'ai été en vacances en Normandie, c'est très beau, hein, effectivement. Alors, oui, aujourd'hui, de toute manière, j'ai des clients qui ne sont pas forcément que sur Bordeaux, notamment sur tout l'aspect activité, location meublée. J'ai des clients aujourd'hui qui sont dans la région parisienne, qui sont dans d'autres régions
et on peut tout à fait, de toute manière, faire des visioconférences. On a des transmissions dématérialisées des documents. Donc voilà, donc, pour moi aujourd'hui, ça ne pose pas de soucis et je peux très bien conseiller et accompagner un client qui n'est pas sur la région bordelaise. Avec les outils aujourd'hui qu'on a, il y a absolument aucun souci pour moi. Voilà. Puis après, si la personne vient de temps en temps sur Bordeaux pour voir notre belle région, voilà. Ou éventuellement, je peux venir en Normandie, effectivement, aller visiter pendant les vacances. Et je suis en Bretagne cet été, si vous êtes en Bretagne, éventuellement. C'est super, merci David. Vous pourrez le rencontrer avec Aurélie donc, à Bordeaux le 24 et 25. Donc, ils organisent un super salon d'investissement et donc, il y aura une intervention aussi, du speed meeting et ils auront un stand pour répondre à vos différentes questions, pas que sur le côté marchand de biens. Donc, il y avait dans les questions tout ce qui était SCI Holding. Donc, on avait fait un webinaire sur le côté holding que tu maîtrises particulièrement aussi. Donc, je pense que vous nous réservez des petites surprises, des petits goodies pour bien nous accueillir donc, à Bordeaux le 24 et 25 septembre 2022. Et puis Valérie, pour la question, on y répondra par mail parce que Thibaut ne veut pas, a priori. Non, désolé. Donc, ouais, non, quand même, Valérie, elle a une question depuis un moment. Donc, s'il y a une limite en pourcentage sur la remontée des dividendes sur un schéma holding SCI? Alors, il n'y a aucune limite de remontée de dividende. C'est l'associé qui décide du dividende que la société verse à son associé. Donc, une SCI peut tout à fait remonter 100% de son résultat à la société holding en termes juridiques. Il n'y a aucune limite à ça. Forcément, le résultat ne veut pas dire forcément la trésorerie disponible. Donc, là, généralement, on va remonter du résultat par rapport à la trésorerie qu'on a sur la société. Mais sinon, sur le principe, juridiquement, on peut tout à fait distribuer 100% du résultat d'une SCI. Ça ne pose pas de souci. Et moi, j'aurais une question aussi. Moi, je me pose la question, si on est loueur en meublé, est-ce qu'on peut cumuler les activités, monter une société de marchand de biens? Est-ce qu'il y a des... Oui, tout à fait. Ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on voit de plus en plus, entre guillemets, puisque on a des personnes qui se lancent dans l'immobilier, mais de manière globale, avec de l'aspect locatif patrimonial en meublé individuel ou en SCI, et puis qui à côté vont aussi vouloir faire du marchand de biens du coup sur certaines opérations et qui peuvent même effectivement rajouter la cerise sur le gâteau avec la holding au-dessus pour essayer de financer des opérations patrimoniales en limitant, on parlait de fiscalité tout à l'heure, en limitant la fiscalité personnelle et en jouant justement par ce triptyque marchand de biens, holding, SCI. Donc ça arrive, voilà. Je reviens sur les banquiers. C'est des schémas pour certains banquiers qui ne sont pas évidents et j'ai le cas avec un client où voilà, on a mis un peu de temps à arriver à faire comprendre aux banquiers pourquoi on faisait un montage avec une holding et en dessous une société de marchand de biens et de l'autre côté une SCI. Parce que pour lui, ce n'était pas normal qu'on parle de société alors qu'il y avait un aspect patrimonial là-dessus. Mais oui, c'est des schémas qui se font. Et justement, pour optimiser la remontée de trésorerie et permettre de réinvestir entre guillemets sans. Alors que si on passe par la case fiscalité personnelle, on va réinvestir du coup beaucoup moins. Donc, on prend un rendez-vous pour que tu montes ta... Si tu as une heure, là. je suis disponible, excusez-nous. Hein. Écoute, il n'y a plus de questions, en tout cas, au niveau du chat. Donc, Thibaut, si tu veux clôturer... Non, il est pas en Normandie, déjà. Non, je pars au Portugal. Alors, il y a des clients qui investissent au Portugal aussi, effectivement. Merci, David, et à toi aussi, Aurélie, pour cette excellente intervention, encore une fois. Donc, vous aurez tous les éléments par mail, la présentation, vous pouvez la retrouver aussi sur YouTube. Merci de votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire avec David. Merci à tous et toutes, bonne soirée.